actuellement ce qu'on appelle un moment danois en France. Le Danemark intrigue, le Danemark intéresse. On dit souvent que le Danemark n'est pas forcément un pays, mais que c'est une tribu. Bonjour, ici Copenhague. Vous écoutez Lumière du Nord, des analyses et des interviews pour mieux comprendre le modèle danois. Je suis Sybille de Valence, journaliste française installée au Danemark depuis 2018. skal I tage rigtig godt imod den franske ambassadør i Danmark, Christophe Parisot. Premier temps d'une nouvelle saison consacrée au Danemark, arrêtons-nous aujourd'hui au Palais Tot, qui abrite l'ambassade et surplombe l'une des plus majestueuses places de Copenhague, Kongens Nytorv. Littéralement en danois, dans le texte, la nouvelle place du roi. C'est la plus grande place de Copenhague où Palais Tot, Théâtre Royal, Hôtel d'Angleterre et grand magasin s'itoisent. Christophe Parisot, ambassadeur de France au Danemark depuis 2022, nous reçoit dans son bureau d'angle, loin du brouhaha de la place. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Spécialiste des affaires européennes, vous avez travaillé en cabinet ministériel à Paris, en cabinet de la haute représentante de l'Union européenne à Bruxelles et en ambassade à Budapest, Ankara et aujourd'hui Copenhague. Mesdames et messieurs, chers amis, dear friends, usually there are less people actually for a speech of the French ambassador. I figured out that I haven't won the Tour de France. I'm not a presentator, TV presentator, but I will try my best, promise. I say... Nommé ambassadeur de France au Danemark en 2022, vous prenez vos fonctions sur les chapeaux de roue, sur scène, à Tivoli, le parc d'attractions le plus vieux du monde, pour un discours de félicitations adressé à Jonas Vingegaard, heureux vainqueur du Tour de France devant une foule en liesse agitant le drapeau danois. Comme vous l'avez dit vous-même, il y a d'habitude moins de personnes pour le discours d'un ambassadeur français. Sunday, on the Champs-Élysées, I had the impression that it was not the Champs-Élysées, but we had the impression to be in Denmark. As there were so many Danish supporters and flags everywhere to celebrate the undisputed triumph of Jonas Vingegaard. So, again, congratulations to you, Jonas, for what... Okay, I'm not going to pronounce his name again, otherwise I will never finish. Dès votre arrivée, un véritable plongeon au cœur de l'esprit danois. Qu'est-ce qui s'est exprimé de danois ce jour-là de juillet 2022 ? Effectivement, il n'y a pas eu, pour reprendre une métaphore sportive, de round d'observation et se retrouver effectivement à Tivoli devant, je crois plus de 10 000 personnes qui étaient surtout là pour célébrer la victoire de Jonas Vingegaard. C'était un vrai moment de plongée dans l'esprit danois. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est une forme de patriotisme, une forme de fierté du pays. Parce qu'en fait, ce n'était pas que Jonas Vingegaard, c'était aussi tous les cyclistes danois qui avaient participé au Tour de France, qui étaient là, quelle que soit leur équipe. Donc il y avait un côté, on célèbre les Danois,
ou les cyclistes danois, avec Jonas Vingegaard bien évidemment. Donc c'est vrai, très fort patriotisme, sans que ça soit dans un excès, je dirais, nationaliste. C'était plutôt assez bon enfant. Et puis aussi cet aspect de cohésion. On voyait tout de suite qu'il y avait une très très forte cohésion dans la foule et dans ce qui était exprimé. C'est vraiment les deux choses qui m'ont frappé à ce moment-là, de la même manière que m'avait frappé le jour où je suis arrivé, puisque c'était là quelques semaines simplement après mon arrivée. Je suis arrivé le premier jour aussi à Tivoli pour la présentation des équipes avant le grand départ. Et là, en l'occurrence, en quelques minutes, j'avais pu rencontrer Premier ministre, ancien Premier ministre, ministre, personnalité, le prince Frédéric à l'époque, dans une forme de proximité, d'accessibilité qui peut dérouter un Français plutôt habitué à des relations hiérarchiques plus structurées et finalement plus distantes. Donc c'est cette absence de distance, cette proximité. Donc c'est les trois choses qui m'ont vraiment immédiatement frappé. Là, c'était de me plonger dans l'esprit danois, effectivement. Ouais. C'est assez drôle, effectivement, de voir tout d'un coup un ancien Premier ministre plutôt décontracté, qui tout d'un coup vous interrompt quand vous êtes en train de parler avec le prince et qui demande gentiment est-ce que ça vous dirait d'avoir une bière. Oui, là c'est l'anecdote qui est assez drôle par rapport à ce premier contact avec le monde politique danois. Je me suis dit que j'étais vraiment dans un autre monde par rapport à ce que j'avais pu connaître en France. Donc c'est vraiment la plus belle anecdote. Après il y a aussi plein d'anecdotes aussi avec la reine. Parce que voilà, j'ai aussi la chance quasiment dans la foulée de mon jour d'arrivée de rencontrer la reine pour lui présenter ce qu'on appelle les lettres de créance, donc au château d'Amalienborg. Et d'abord j'ai pu lui parler en français, et ce qui était un moment aussi diplomatiquement très très sympathique. Mais je me souviens que il y a eu un moment de flottement, puisque c'est là que j'ai vu aussi que les Danois avaient beaucoup d'humour. C'est ça qui était assez frappant. Beaucoup d'autodérision, c'est aussi un autre élément, puisqu'elle n'arrivait pas à ouvrir les lettres de créance. Et donc, elle m'a regardé avec un sourire, alors que toutes les équipes autour étaient en train de paniquer, en disant est-ce que je peux faire confiance à votre excellence, le vouvoiement étant bien évidemment de rigueur. Et je lui ai dit, vous pouvez toujours faire confiance à l'ambassadeur de France, ce qui était aussi un bon moment et une belle anecdote. Là, on vient de parler d'humour, de chaleur, un peu aussi une recherche de la proximité avec son interlocuteur. C'est a priori des termes qui sont loin de ce qu'on peut imaginer des Scandinaves en général, qu'on imagine comme sur la réserve, un peu pas forcément très très enthousiaste. Est-ce que depuis votre arrivée justement en 2022, avec toutes ces rencontres dans toutes les sphères de la société que vous avez pu faire, quels sont les préjugés que les Danois ont finalement détruits? Le côté froid, réservé, scandinave, au sens peut-être ce qu'on peut avoir, n'est absolument pas vrai. Alors certains vont dire que les Danois sont les sudistes des Scandinaves, les méridionaux des Scandinaves. Bon, alors, je dirais cette comparaison a ses limites, notamment quand on pense au temps, au Danemark. Mais non, il y a certains préjugés qui ont été maintenus. La difficulté d'être intégré. Je crois que même si nous sommes des expatriés aussi et que c'est pas forcément évident et que les relations sont excellentes au niveau professionnel, quand on veut rentrer dans le cercle plus privé des Danois, c'est quelque chose où on a encore beaucoup de mal. Après, par contre, le côté au contraire froid, ce n'est absolument pas le cas. Je pense qu'il y a un petit côté justement, c'est le chaud et le froid, qui sont pendant une bonne partie de la journée très
finalement correspondant aux stéréotypes que l'on pourrait avoir. Et puis tout d'un coup, il y a un côté chez les Danois où ils vont, selon l'expression, se lâcher. Et ils deviennent finalement assez latins dans cette approche. Et à ces moments-là, voilà. Après, il y a beaucoup, par contre, à l'inverse, de préjugés positifs qui ont été validés. À l'inverse, c'est le contraire. Donc, non, ils ont été assez fidèles au côté positif. Et justement, quelle a été la meilleure surprise ? Meilleure surprise. Non, la meilleure surprise, c'est, je pense, on va dire une forme de côté cool ou relax. Cette manière de prendre les choses assez calmement, de pas avoir de stress particulier. Si, ça a été, alors la vraie surprise, c'est celle-ci. C'est d'arriver en fait après une vie, je dirais à la fois trépidante à Paris ou dans une capitale où tout est tendu en fait, beaucoup de stress, beaucoup de bruit, beaucoup qui agresse finalement. Et là, au contraire, en arrivant, il y a une forme de cocon. Peut-être que une forme de cocon qui se forme autour de la vie, à la fois professionnelle et à la fois personnelle. Une forme de calme, moins de bruit, une forme d'absence de stress. Alors je ne sais pas si c'est le Hüge, mais il y a quelque chose qui est reposant, en fait, de se retrouver, parfois trop reposant, mais c'est ça. Justement, vous en parlez, on vante les mérites d'un équilibre entre vie privée et vie professionnelle au Danemark. L'un de vos prédécesseurs avait découvert lors de sa mission danoise qu'il était possible, en tant que père et ambassadeur à l'agenda très chargé, d'être impliqué dans le quotidien des enfants, que ce soit de les amener à l'école, à un rendez-vous de professeur, les accompagner aux activités entre 16 et 18 heures. Les Français, la communauté française a la joie de vous voir à l'école régulièrement. Votre prédécesseur avait alors exprimé ses regrets de ne l'avoir jamais fait pour ses propres enfants. Quel est le secret finalement de cet équilibre ? Quelles en sont les conséquences positives et négatives ? Et surtout, est-ce que c'est transférable en France ? Alors, je pense qu'en fait, c'est positif et c'est possible d'être transposable si on devient un peu danois. Oui, je reviendrai là-dessus, mais non, sur le fond, nous adaptons aux conditions et aux manières de vivre, ou à l'art de vivre, à la manière de vivre du pays dans lequel nous sommes. Et donc, il est évident que ici, les personnes commencent à travailler en général un peu plus tôt, sont assez concentrées sur leur travail. Il y a peu de divertissement ou de diversion dans les heures travaillées, qui sont à peu près les mêmes en volume total par rapport à la France. Et effectivement, voilà, en milieu d'après-midi, tout le monde est autorisé et c'est normal de partir et de s'occuper de sa famille ou d'avoir une activité sociale, amicale, sportive et autres. Donc finalement, ce qui a été facile, c'est de s'adapter et de se fondre dans ce modèle, parce que de toutes les manières, à 5 heures, de l'après-midi, il n'y a plus personne dans les bureaux des ministères, alors avec quelques exceptions quand même, et on n'a plus d'interlocuteurs. Voilà, les dîners auxquels nous sommes conviés sont souvent des dîners qui ont lieu très tôt. Je vous avouerai que la première fois où j'ai reçu une invitation à dîner à 17h30, j'ai cru que c'était une blague, que c'était l'heure du goûter, que c'était pour un thé ou un café, mais non. Donc il y a ça, et c'est assez facile finalement. C'est plutôt assez sain. Voilà, pour vous donner un exemple, il y a une vieille blague et une très mauvaise blague qui traîne au ministère des Affaires étrangères, même si c'est en train d'évoluer. Je parle à Paris. Quand on part effectivement vers 17-18 heures, il y en a toujours un camarade de jeu bien intentionné qui vous dit « alors, tu prends ton après-midi ». Ce genre de blague qui ne porte pas à conséquence, mais qui révèle une forme une manière de voir les choses. Ici, c'est accepté. Il y a aucune pression sociale. Au contraire, je dirais, ça va à l'inverse. C'est que si vous restez trop tard, si plus tard, en fait, pas trop tard, mais plus tard, c'est que vous avez été inefficace. Donc, c'est très facile pour nous de dire, et donc, nous nous adaptons dans nos rythmes de travail, à l'ambassade, et même dans notre vie privée, à ce rythme danois que je trouve beaucoup plus sain,
que le rythme français, et ce qui effectivement permet, alors à la fois en termes de temps, de dégager du temps pour sa famille, pour son épouse, ses enfants, et ce qui est une bonne chose, et puis parce qu'il y a une sorte de forme d'acceptation sociale du rôle, et notamment du rôle du père, dans la participation à la vie de famille, à la vie sociale, à la vie éducative de ses enfants. Donc oui, est-ce que c'est transposable? C'est toujours la grande question qui se pose dans tous nos... Nous vivons actuellement ce qu'on appelle un moment danois en France. Le Danemark intrigue, le Danemark intéresse, parce que c'est un modèle d'abord qui fonctionne plutôt bien, qui a des résultats. Et donc nous avons un nombre incalculable ou de ce qu'on appelle des parangonnages ou des études de comparaison internationale dans notre langage un peu bureaucratique. Et on a surtout beaucoup de délégations qui viennent. Et la question qui se pose systématiquement, c'est est-ce que c'est transposable? Et la réalité, oui, une partie est transposable parce que ça relève de la politique au sens pas politique politicienne, mais au sens de la décision politique, du système que l'on veut mettre en place, du système de règles, de lois, etc. Ça, c'est la partie transposable. Après, il y a tout un substrat, tout un contexte, une histoire qui explique que ça peut fonctionner au Danemark et que c'est pas forcément quelque chose qui va être transposable facilement en France parce que nous n'avons pas la même histoire, la même culture, la même cohésion. On en parlait au départ sur cette forte cohésion au Danemark, la confiance aussi. C'est clair que c'est la société de la confiance. La base, c'est la confiance et pas la défiance. Donc ça facilite énormément les choses. Et puis, bien évidemment, il y a aussi une question de taille qui est que dans un pays de 6 millions d'habitants, les enjeux où la manière de fonctionner est facilitée par rapport à un pays de 66 millions d'habitants. Vous nous parlez de confiance, donc on en vient forcément à cette question. Vous vivez maintenant depuis 2 ans au Danemark. Quels sont les piliers pour vous de la société danoise? Piliers de la société danoise, non, je pense la cohésion et la confiance. C'est véritablement quelque chose qui est assez frappant. Et c'est si on doit parler en fait de fondamentaux ou de fondations qui expliquent peut-être le reste, pas uniquement, mais qui expliquent, c'est finalement la cohésion et le sentiment d'appartenance qui est, je dirais, très fort. On dit souvent que le Danemark n'est pas forcément un pays, mais que c'est une tribu. C'est assez juste. Il y a vraiment ce sentiment d'appartenance duquel on peut tirer une sorte de fierté légitime. Voilà, donc voilà, et c'est aussi possible parce qu'il y a une forte cohésion. C'est un pays qui a une forte cohésion sociale, on va dire ethnique, religieuse, même aussi économique. Voilà, donc ça fait vraiment tribu. Voilà, tribu. Mais ce qui fait aussi que dans une tribu, on se soutient, il y a une forme de solidarité, je dirais presque innée, il y a un sentiment aussi, je pense. Il y a 2 autres piliers que l'on voit, la confiance dans les institutions. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Les gens font confiance aussi, je dirais, et à la classe politique, et aux institutions, et même il y a aussi une confiance dans le fait scientifique. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de remise en cause à chaque fois que quelque chose est dit et prouvé scientifiquement, on va pas aller chercher en disant bah non c'est faux, etc. Donc ça aide énormément et ce qui explique aussi que ce modèle fonctionne. Alors tout n'est pas rose, bien évidemment, mais ça fonctionne, ça marche bien et ce qui fait aussi que c'est extrêmement agréable de vivre au Danemark. Tout est assez hugueux comme on dit, et c'est agréable. Tout en restant assez efficace et par ailleurs plutôt bien orienté. Justement, le hugueux, c'est vraiment un mot qui est revenu plusieurs fois dans notre conversation. Est-ce que c'est vraiment le mot qui définit le Danemark? Oui, parce que dans les faits, ils en ont fait une marque de fabrique, parce qu'il faut quand même reconnaître que les Danois sont extrêmement efficaces en termes de communication et de narratif, comme on dit. Ils vous vendraient n'importe quoi et vous font croire, et souvent à juste titre, pas tout le temps, que le Danemark est le pays le plus formidable au monde. Il y a du vrai,
du moins vrai, mais donc ils en ont fait une marque de fabrique, et ça je trouve que c'est intelligent. En plus c'est un petit côté exotique parce que personne ne comprend. Si vous savez pas à peu près le danois ou comment prononcer le danois, le hygge, vous allez jamais le prononcer comme ça. Donc c'est assez drôle, mais il y a un fond de vérité. Ils l'ont pas sorti de nulle part. C'est pas simplement une marque de fabrique qu'on a fait pour une marque de publicité. Pourquoi le hygge? Le hygge, c'était très drôle parce qu'on nous on a expliqué que le hygge c'était plutôt l'hiver, quand le ciel est bas, quand ça fait l'hiver est assez long. Il y a ce côté on se ressource en interne. Il y a aussi ce côté on regarde vers soi, vers la famille, vers le cocon. On y revient et on crée avec les petites bougies. Il y a ici quasiment jamais de lumière directe sur les plafonds. Voilà. Il n'y a pas de lustre, très peu. C'est vraiment des choses un peu indirectes, un peu douces, etc. Et puis il y a ce côté cocon. Donc ça c'est le hygge. Je me suis dit, bon, c'est peut-être que l'hiver. Mais non, en fait, la réponse, c'est qu'il y a aussi ce côté cool, hygge, l'été, qui est globalement, et on en revient au cyclisme, ou à la métaphore sportive, qui est globalement, le hygge, c'est l'été, on a la petite maison pas très loin de la plage, qui est pas non plus une énorme baraque, mais on est content, on sort le barbecue, entre deux averses, et on regarde le Tour de France, parce qu'au mois de juillet, c'est le Tour de France, et on aime le Tour de France, et il y a un petit côté simple, en fait. Le hygge, c'est quelque chose, en fait, c'est le bonheur assez simple. Si je devais le définir, ça serait le bonheur simple. Pour Lumière du Nord aujourd'hui, les journalistes Camille Pavolert et Cyril de Valence. Musique par le groupe Les Garçons.